3, 2, 1... Salut à tous, c'est le 6ème homme, bienvenue sur la chaîne NBA de Basket Info. Ouais, je porte un bonnet, et alors, avec l'hiver qui arrive, je commence à avoir froid au crâne vu les 3 cheveux qui me restent. Mais bref, on n'est pas dans les reines du shopping ici, alors pour commencer, comme d'habitude, je veux remercier les tipeurs. Je sais que ça peut paraître redondant de faire ça à chaque début de vidéo, mais c'est la moindre des choses vu le soutien que ça m'apporte, et c'est pas pour ça que ça a moins de sens. Donc gros big up à vous, et s'il y en a d'autres qui veulent s'investir, c'est en description que vous trouverez toutes les informations. Et ouais, le 6ème homme continue à faire la manche, mais plutôt que de m'attarder là-dessus, je vais passer à mon sujet du jour, qui se fera en mode coast to coast. Pendant l'intersaison, 9 équipes ont viré leur coach et 7 d'entre elles ont déjà trouvé leur nouveau Messi. Il s'agit des Pelicans, des Knicks, des Clippers, des Nets, des Pacers, des Bulls et des Sixers. Dans cette vidéo, vous l'avez compris, ce qui va m'intéresser, c'est d'analyser un peu ces arrivées. Pour ça, je présenterai le profil de chacun de ces nouveaux coachs, tout en évoquant ce qui représente pour moi leur style de jeu principal. Je définirai ensuite leurs objectifs, les indicateurs qui permettront de les évaluer, mais aussi ce qui représente la clé de la réussite selon moi. Sacré programme en tout cas, ça fait beaucoup de choses. Ouais, je t'avoue, ça me semble nécessaire d'aborder tout ça pour être complet. Faut savoir aussi que pour couronner le tout, je décorerai ça avec un maximum de citations en provenance de personnalités liées à la NBA qui me semblaient appropriées. Tout ça, je pense, nous permettra, sans même connaître les rosters de la saison prochaine, d'avoir un vrai visuel du paysage qui nous attendra au niveau du coaching dans la Grande Ligue l'année prochaine. Bon, par contre, vite fait, sorry les fans des Rockets et du Thunder. Vu que vos teams tardent à se décider quant à leur nouvel entraîneur, je ne parlerai pas d'elle aujourd'hui. Et ouais, c'est ça de prendre trop son temps. D'ailleurs, vu que votre temps à vous est précieux aussi, je n'en perds pas plus. Alors c'est parti pour la vidéo du jour, les changements de coach, analyse, objectifs et clés. Pour commencer, j'ai envie de parler des Pacers et de Nate Bjorkgren qui jusqu'à il y a quelques jours était complètement inconnu au bataillon. Son profil, c'est celui du joueur d'échecs. Le nouveau coach des Pacers, c'est un grand ami de Nick Nurse, qu'il fréquente maintenant depuis plus de 30 ans. Le mec n'est parti de rien, il a forcé les portes et peu à peu a gravi les échelons, de coach bénévole en G-League à head coach en NBA en seulement quelques années. Il y a un parcours quand même. Ouais, vous avez bien entendu, il a commencé bénévole. Franchement, quelle surprise, vu que des gars comme Chauncey Billups ou Mike D'Antoni étaient sur le coup par exemple, que Nate Bjorkgren ait pu obtenir le poste de head coach des Pacers. Ah ouais, et encore plus vu les noms que t'as cités dans la concurrence, c'est quoi qui a fait la diff? Je pense déjà à sa personnalité. Il est un mec toujours optimiste, qui va toujours dans le bon sens et je pense que c'est important dans un vestiaire. Ça apporte un petit côté feel good. Pour illustrer ça d'ailleurs, quoi de mieux que les mots de Nick Nurse? Ce qui ressort chez lui, c'est qu'il est super positif. Il est le gars assis à côté de moi qui, lorsque je sens que le match est en train de tourner au désastre, me dit « Nous allons gagner, nous allons revenir ». Alors c'est bien ce côté feel good, mais c'est pas pour ça non plus que t'es un joueur d'échecs, et ce n'est pas un hasard si je lui ai attribué ce sobriquet. Donc parlons-en, l'aspect stratégique, les X et les O, il maîtrise. Nurse raconte dans son bouquin que pendant tout l'été, dans son sous-sol, lors de l'époque G-League, les deux hommes avaient passé tout leur temps à dessiner des systèmes. Bjorkgren est un gars qui taffe, qui eux seul et qui croit en son étoile, il a raison. Belle personnalité, mais c'est quoi son style de jeu? On va le classer dans la catégorie du mouvement, et pour développer ça, je lui donne la parole. On sera une équipe fun à regarder, vous allez voir beaucoup de mouvements des deux côtés du terrain et voir différents gars monter le ballon. On veut utiliser la ligne à 3 points. Mon approche concernant la défense, c'est changer, et changer fréquemment, entre les cartons, après les temps morts, pendant un run de 8-0, je souhaite avoir une défense qui perturbe. Ça me paraît pas mal tout ça, surtout que les Pacers sont dans une année charnière. Sur les 4 dernières saisons, la team s'est fait sweeper 3 fois au premier tour, c'est trop. En parallèle, c'est la dernière année de contrat de Victor Oladipo, et s'ils veulent qu'il reste, il va falloir gagner, se montrer convaincant. Voilà pourquoi mon indicateur de réussite est de passer un tour de playoff. Pour y accéder, je suis plutôt confiant sur le fait que Bjorkgren arrivera à tirer pas mal de qualités de son effectif. Macmillan était un coach expérimenté et un meneur d'hommes, mais pas vraiment un fin stratège. Avec le pote de Nick Nurse, là on part vers l'opposé, ce qui peut représenter une excellente option, surtout avec un Malcolm Brogdon qui pour moi sera la clé. Le gars est l'un des plus gros QI basket de la NBA, et mon petit doigt me dit que l'association entre le meneur et le coach pourrait faire des miracles. Alléluia! Je veux que Brogdon soit un chef d'orchestre, un floor général, un vrai relais pour son entraîneur sur le terrain. Avec un scoreur comme Warren ou un intérieur passeur comme Sabonis, toutes les pièces semblent être présentes pour que ça matche. Franchement, un Brogdon bien piloté par Bjorkgren me semble idéal pour que chaque pièce de l'équipe soit utilisée au maximum de son potentiel. Alors tout ça, c'est très bien, mais maintenant faut pas oublier non plus qu'on a aussi un coach débutant pour qui tout est approuvé. En tout cas, il y aura de belles choses à voir chez ces Pacers. Place maintenant à Billy Donovan qui vient d'arriver au Chicago Bulls. Lui, je le place dans une catégorie bâtisseur.
Double vainqueur avec Florida en NCAA, il prit ensuite plus tard la direction du Thunder. Là, le pauvre, dès sa première année, doit encaisser le départ de Kevin Durant. Depuis ce jour, entre une saison All Westbrook, un Carmelo Anthony, un Paul George, puis un Chris Paul, OKC en a tenté des trucs. Et ce que j'apprécie chez ce gars, c'est que toujours il a su s'adapter. Jamais il n'a terminé une saison à moins de 57% de victoire, et dans la conférence Ouest, je trouve ça lourd. En fait, ce qui me plaît, c'est que quelles que soient les pièces qu'on lui filait, Donovan arrivait à construire quelque chose. Oui, quand on voit ce qu'il a fait d'une équipe que personne n'attendait l'année dernière, moi je dis chapeau, surtout quand je m'aperçois la place qu'il a su donner à des jeunes comme les rookies Luguensdort ou Darius Bazley. Ajoute à ça l'immense percée de Shai Gilgeous-Alexander et je trouve sa saison vraiment réussie. Ce n'est pas par hasard que le dirigeant des Bulls, Arturas Karnisovas, le désirait tant. Dès qu'il a été disponible, nous avons sans cesse essayé de trouver des moyens de communiquer avec Billy pour lui prouver que nous étions le meilleur endroit pour lui. Nous sommes heureux d'avoir été capables de le faire. Ensuite, si je dois classifier le style de jeu de Billy Donovan, j'utiliserai le mot partage. Je trouve qu'il a encore une certaine mentalité universitaire et utilise beaucoup de rotation. Il est plutôt bon stratège, est capable de dessiner des systèmes efficaces et sera tout à fait en capacité de créer un fond de jeu. Et ce fond de jeu, parlons-en, parce qu'à Chicago, j'ai trouvé que ça manquait cruellement ces dernières années. Perso, par exemple, j'ai trouvé que Thomas Satoransky n'avait vraiment pas été utilisé comme il fallait. Avec un Zach LaVine et un Kobe White qui tous les deux ont beaucoup besoin du ballon, il devenait difficile d'utiliser les qualités du Tchèque, et pourtant des skills il en a. Son playmaking et sa polyvalence pourraient tout à fait être mises au service des scoreurs. Mais forcément, quand la balle circule pas, c'est beaucoup plus compliqué. Le vrai truc, je pense, c'est que sortir de l'ISO à outrance pourrait clairement libérer un gars comme Markkanen, dont toutes les stats ont largement chuté la saison passée. À demi-mot, le Finlandais semble d'ailleurs largement faire porter la responsabilité à son ancien coach Jim Boylan. Je pense que je peux être plus productif et plus polyvalent que je ne l'étais l'année dernière. Certaines fois, j'avais l'impression d'être là uniquement pour le spacing sur le terrain. Après avoir parlé rapidement avec Billy Donovan, je suis très confiant dans la manière qu'il a de jouer sur les forces de ses joueurs. Markkanen est hypé, et j'avoue que je le suis aussi, même si Scottie Pippen était très critique de son côté. Bon, je vous mets pas sa citation parce que je trouve pas non plus qu'il ait énormément d'arguments. Bref, une saison réussie pour Donovan serait d'atteindre les 50% de victoires, qui généralement sont synonymes de playoff. En y accédant, pas de doute que notre bâtisseur réjouirait toute une ville. Pour y arriver, à mon sens, la clé se situera autour de Zach LaVine. Le mec peut être un vrai franchise player, mais je trouve ça dommage que ses qualités loin du ballon soient si mal exploitées, et alors à Donovan d'arriver à trouver le bon dosage pour son joueur, entre l'ISO et le catch and shoot. C'est comme ça qu'il en tirera le meilleur parti, mais aussi comme ça que tout le monde autour de lui sera le plus efficace. Des arrières comme Thomas Satoransky ou Kobe White en bénéficieraient à coup sûr, je pense. Puis vu comment Donovan a réussi à rendre Chris Paul, SGA et Dennis Schroeder complémentaires l'année dernière à OKC, je pense qu'il y a plutôt de quoi être optimiste. Allez, maintenant on parle de Tyronn Lue, ancien assistant aux Clippers qui vient d'être promu head coach. Lui, son profil, c'est celui du grand frère, l'ami des stars, respecté pour bien s'entendre avec tout le monde. Même lorsqu'il était aux Lakers, il était l'un des seuls à ne pas avoir pris parti pour Kobe ou pour Shaq lorsque les deux étaient brouillés. Cette personnalité aujourd'hui est très appréciée, car quelle que soit la personne qu'il est en face, Lue lui parlera de la même façon. Son ancien joueur à Cleveland, Mo Williams, témoigne. Là où Lue fait du super boulot, c'est qu'il fait en sorte que vous comptiez, qui que vous soyez. Cela demande de bien connaître ses joueurs. Si vous ne revenez pas en défense plutôt que de ne rien dire, il le soulignera sans problème, et ce avec tout le monde, quel que soit son statut. Dans cet aspect, il s'influence largement des principes de Doc Rivers, dont il est un peu le disciple, mais le nouveau coach des Sixers n'est pas sa seule source d'inspiration. J'ai beaucoup appris de Doc, mais je m'inspire aussi d'autres coachs, comme Eric Spoelstra, Brad Stevens, et même Nick Nurse, qui ces dernières années a apporté un nouveau souffle stratégique en NBA. Si vous perdez la volonté d'apprendre constamment, vous n'obtiendrez pas de succès. Le mec est plutôt pas mal, il possède l'aspect expérimenté, qui a remporté 2 titres en tant que joueur, plus 1 en tant que coach, mais aussi l'aspect stratégique, ce qui est un vrai plus. Meneur d'hommes et tacticien, ça promet, mais son jeu, tu le définirais comment? Comme basé sur la flexibilité. Il aime être à l'écoute de tout le monde et saura mettre les stars dans les situations qu'elles affectionnent. Pour ça, faut penser team first, faut penser alchimie. Mais le truc, c'est que l'alchimie, avec un Pat Beverley ou un Marcus Morris parfois ingérable ou un Lou Will perdu dans les clubs de striptease, ce sera peut-être chaud. Et si avec ça, ajoute un Kawhi Leonard discret mais capricieux et un Paul George au moral fluctuant et tu te dis que ça ne doit pas être évident aux Clippers. Pourtant, ce sera bel et bien l'objectif de souder tout ce groupe. Kawhi veut des privilèges, très bien, mais en échange, il doit se montrer irréprochable, être un leader par l'exemple mais aussi par la voix et porter tout le monde dans son sillage. Là-dessus, il y a du taf, mais plus personne n'aura rien à dire s'il fait ça, à Tyronn Lue donc d'être rassembleur. Il n'en faudra pas moins pour remplir l'indicateur de réussite, car yes, je veux des finales de conférence pour ces Clippers, pas moins. Si Lue, avec ce roster, ne fait pas mieux que Doc Rivers l'année dernière, il y aura pas à bégayer, ce sera un échec. Donc là-dessus, il n'y a pas de secret, vous avez capté. Moi je pense que la question elle est vite répondue. La clé sera la communication. Tyronn Lue en est bien conscient, il doit avant tout développer les liens entre ses joueurs. Il y a toujours de la place pour progresser, nous devons être plus unis, former un collectif. Ce n'est pas que nous ne nous aimons pas, il faut juste faire plus de choses ensemble en dehors des terrains. Je veux mettre les gars dans certaines situations, je veux les surprendre, simplement faire plus de choses en équipe pour créer une camaraderie. Alors let's go pour la camaraderie, ce sera indispensable car cette saison chez les Clippers, je la trouve un peu win or die.
En cas d'échec cuisant, quelque chose explosera à la fin de l'année pour les Clippers, j'en suis à peu près sûr, donc Tyronn Lue a du pain sur la planche. Place maintenant à une belle surprise qui est arrivée à Brooklyn, Steve Nash. Lui, je le mets dans le profil du bon pote. De ce qu'il se dit, il aime tout le monde, mais en plus tout le monde l'aime, il a ce côté leader charismatique assez naturel. En fait, depuis son passé de joueur, il a toujours impliqué les autres, dans le jeu bien sûr, mais aussi à l'entraînement et en dehors des terrains. Steve Kerr, que Nash a fréquenté lorsqu'il a obtenu un petit rôle dans le coaching staff des Warriors, évoque de façon assez intéressante la philosophie du nouveau tacticien des Nets. Ses qualités de communication sont hors du commun, en raison de son humilité, de sa confiance ainsi que de ses connaissances. Il a une approche vraiment unique de l'entraînement qu'il a développé tout au long de sa carrière. Steve est la preuve vivante qu'il est important d'avoir un programme où le corps doit être en harmonie avec l'esprit, l'équilibre et la coordination. Parfois, il sort complètement des exercices traditionnels du basket. J'aime bien ce côté prise en charge globale, un peu original. Malgré son passé de general manager de la sélection nationale canadienne, Steve Nash assume qu'il n'est peut-être pas encore un grand stratège, mais dans une équipe comme Brooklyn, il peut espérer que sa personnalité et ses méthodes fassent le reste. Il n'a d'ailleurs pas caché qu'il voulait profiter de la polyvalence de Kevin Durant pour l'utiliser au maximum de ses capacités. Kevin est un problème de match-up pour tout le monde, et avec sa taille, je prévois de l'utiliser sur les 5 postes, surtout qu'il y a beaucoup de qualité dans cet effectif. Nous voulons faire en sorte que chacun puisse s'exprimer dans son jeu, de façon à obliger les équipes adverses à devoir faire des choix, et potentiellement à faire des erreurs. C'est intéressant tout ça, et je sais pas s'il ira jusqu'à utiliser Kevin Durant au poste 5, mais s'il le fait, ça pourrait présenter un bon mix de création, de transition et de vitesse. Mais je pense que pour arriver à cet idéal, il faudra commencer par établir une hiérarchie précise chez les Nets, car pour le moment dans l'équipe on a Kevin Durant, Kyrie Irving et DeAndre Jordan sur le devant de la scène bien sûr, mais c'est loin d'être tout. Derrière, Caris LeVert, Spencer Dinwiddie, Joe Harris, Jarrett Allen et même Timothée Luwawu-Cabarrot poussent pour avoir du temps de jeu. Alors connaissant les caractères de certains, si c'est pas super bien réparti, j'ai peur que ça fasse 2 clans au final, entre les vétérans et les jeunes. Voilà pourquoi j'attends de Steve Nash qu'il utilise ses qualités de meneur d'homme pour établir une vraie hiérarchie. Je veux pas d'un truc simple où Kevin Durant et Kyrie sont au-dessus et les autres sont derrière, je veux quelque chose de beaucoup plus établi, de beaucoup plus précis, afin que chacun s'y retrouve. Tout le monde doit assimiler son rôle et comprendre qu'il a besoin de tous les autres pour que l'équipe performe. Là-dessus, il y aura du boulot, mais faudra passer par là, parce que oui, avec un tel roster, les objectifs sont forcément élevés. Et tout comme les Clippers qui disposent de Kawhi Leonard et Paul George, on ne peut pas viser moins haut que des finales de conférence autour de Kevin Durant et Kyrie Irving. Ça représente mon indicateur de réussite minimum. La clé finalement sera peut-être la relation entre Kyrie et Nash. Avec KD, le lien est fait et le respect est là depuis le travail qu'ont effectué les deux hommes aux Warriors. Avec Kyrie, tout ou presque est à construire. Forcément, aux Nets, parfois dans la saison, il y aura des coups de moins bien, et c'est là que j'attendrai vraiment le meneur. Au bout de 2 ou 3 défaites consécutives, Nash pourrait très vite se retrouver ciblé par le public ou par les médias. Si Kyrie prend le parti de défendre son coach, ses coéquipiers et soutient l'équipe, un grand pas sera fait pour envisager le succès à Brooklyn, je pense. Ça, à mon sens, ce sera la vraie clé, et c'est là-dessus que Steve Nash devra réussir à capitaliser. Hello, Doc Rivers que je vais présenter comme le prophète. La philosophie de Doc est claire, chacun doit sacrifier quelque chose pour porter ensemble l'équipe vers le haut. Il est un grand communicant, prêche la bonne parole, parle du collectif, pose les bons discours, quitte même parfois à rentrer un peu dans le pathos. Ce qu'il veut, c'est que chacun se fasse confiance pour mieux faire confiance aux autres. C'est moi ou on se croirait à l'église? Ouais, y a de ça, mais plutôt avec des influences des traditions de l'Afrique du Sud alors. Car oui, la méthode que met en avant Rivers, c'est le Ubuntu, qui est originaire de là-bas, tu l'auras deviné. Je vous conseille le documentaire Secret Coach sur Netflix si vous voulez des détails, c'est pas mal présenté. Mais en gros, le Ubuntu se base sur le collectif, en mode j'existe parce que vous existez autour de moi. C'est quelque chose qui a vraiment bien fonctionné aux Celtics par exemple avec un Kevin Garnett, parce qu'en fait l'idée de Rivers c'est de d'abord mettre la pression aux leaders pour que eux-mêmes diffusent le bon état d'esprit au reste de l'équipe. Un truc comme ça, KG a forcément kiffé, mais il n'est pas le seul. Jamal Crawford, son ancien joueur aux Clippers, évoque cette philosophie. En tant que joueur, vous respectez sa façon de faire, parce qu'on a tous déjà joué dans une équipe où c'est le dernier gars de la rotation qui va prendre pour que le leader capte le message. Doc fait l'opposé. Et si je parle d'Ubuntu dans le style de jeu, c'est que ses préceptes sur le terrain s'appuient réellement là-dessus. Ça a l'air tout beau tout rose ton truc comme ça, mais visiblement ça n'a pas vraiment porté ses fruits avec Kawhi Leonard. Ah ça c'est sûr, mais mine de rien, l'Ubuntu, quand ça roule, c'est cool. Bien sûr, pour illustrer ça, le plus simple serait de parler des Celtics 2008, avec KG, qu'on a déjà un petit peu abordé. Mais je veux aller un peu plus loin parce que je trouve que cette philosophie s'est bien ressentie il y a 2 ans aux Clippers par exemple, quand personne ne les attendait et que Doc Rivers a fait quelque chose autour de Danilo Gallinari et de Tobias Harris. Doc est d'ailleurs bien hypé à l'idée de retrouver Toby. J'adore coacher Tobias Harris, il peut jouer à plusieurs positions, il peut être un grand poste 3 ou un poste 4 rapide. C'est comme ça que nous l'utilisions chez les Clips, nous n'arrêtions pas de lui faire des allers-retours entre différents postes. Il sait faire plein de choses, j'adore son shoot et il joue bien dans l'intervalle, ce qui est rare dans le jeu d'aujourd'hui. Je pense aussi qu'il est terrifiant quand il drive tout droit. En fait, j'ai juste à faire en sorte que les autres le mettent en bonne position pour faire tout ça. Le style de jeu de Rivers est donc plutôt clair, driver le collectif pour que chacun puisse trouver les positions qu'il affectionne. C'est ainsi que l'Ubuntu a pour
pour but de créer une attaque bien huilée, et généralement Rivers a réussi à mettre ça en place. Mes équipes ont toujours été dans le top 5 offensivement. Nous avons Ben Simmons qui peut scorer, nous avons Joel Embiid, Tobias Harris, Shake Milton, Josh Richardson, cette équipe déborde de talent. Il faut juste trouver un moyen de faire fonctionner ce groupe du mieux possible. Bon, j'avoue que cette philosophie, au premier abord, peut paraître un peu perchée, limite mystique, mais il y a de ça je crois un peu chez Doc Rivers. Par contre, plutôt que de se perdre dans des visions chamaniques, revenons sur du concret, les objectifs. Moi, ce que je veux, c'est une explosion. Joel Embiid et Ben Simmons semblent tout posséder pour un jour devenir des superstars, mais c'est comme si en eux, ils n'avaient pas encore réussi à activer le gène Super Saiyan. L'objectif pour moi se situe exactement là. L'Ubuntu devra ouvrir tous les chakras des deux pépites de Philadelphie. Donc là tu dis que t'arrêtes avec le mystique et tu nous parles d'ouverture des chakras. Désolé, mais bref, le minimum pour Doc Rivers cette saison ce sera au moins un deuxième tour de playoff, sachant qu'on en demandera bien plus à l'avenir. Là-dessus, pas trop de doute, la clé sera Joel Embiid. Le mec a du talent plein les mains, il semble vouloir gagner, mais j'ai l'impression qu'il lui manque ce chromosome leader un peu. Oui, le gars, au vu de ce qu'il peut faire sur un terrain, doit pouvoir guider toute sa team dans son sillage. Clairement, à ce jour, il n'en est pas capable. Il y a un vrai chantier là-dedans, mais Rivers doit faire naître en lui des côtés Kevin Garnett. Quand je vois ce qu'avait provoqué le passage de Butler à Philly chez Embiid, je me dis qu'il a peut-être besoin d'un papa charismatique, en qui il a confiance. Donc si ça match avec Rivers, il pourrait y avoir moyen que ça fasse un truc. Mais le problème justement, c'est cette condition, si ça match, et pour ça, l'état d'esprit de Joel Embiid sera la clé. Surtout que si je suis honnête, Rivers lui, au niveau de l'aspect stratégique, ou des X et des O, ce n'est pas un spécialiste. Il est clairement un coach qui privilégie la philosophie dans sa globalité plutôt que les systèmes de jeu, mais après tout, why not, hein. Sauf qu'il faut être conscient que dans la NBA moderne, ce n'est pas toujours chose aisée d'organiser son attaque autour d'un pivot. Et en gros, à mon avis, de ce côté-là, avec Joel, ça passe ou ça casse sous les ordres de Rivers. Pour cet aspect-là, je dois quand même dire que la présence de Dave Joerger, au vu de ce qu'il avait fait avec Marc Gasol à Memphis, me rassure partiellement, sauf que le coach à Philly, ça restera Doc. Donc je vous le dis avec pas mal de certitude, son Ubuntu a réellement intérêt à fonctionner avec Joel s'il veut que les Sixers carburent. Allez, maintenant on part à 3 heures de bus de Philadelphie, direction New York City. Le nouveau venu dans la grosse pomme n'est autre que Tom Thibodeau, un nom bien connu dans la grande ligue. Son profil, c'est celui du blue collar. Il est un bosseur, un mec qui aime l'intensité défensive et surtout un gars qui semble réellement posséder les capacités pour permettre à une team de fin de tableau de retrouver la lumière. En 2010, les Bulls affichaient péniblement un bilan de 50% de victoire depuis 2-3 ans. Thibodeau est arrivé et direct, dès la première saison, il les a menés à 62 wins. En 2016, les Wolves venaient d'enchaîner des saisons dans les bas-fonds, mais dans les bas-fonds de la ligue. 2 ans après l'arrivée de Tibbs, il faisait les playoffs pour la première fois depuis 14 ans. Le tacticien est un mec qui mettra le travail au centre de ses préoccupations, qui n'hésitera pas à réduire ses rotations, quitte à tirer clairement sur la corde de ses joueurs. Comme si la seule chose qui l'animait, c'était d'essorer chacun de ses gars jusqu'à la dernière goutte de son potentiel. Bon, je suis pas hyper sûr de moi pour cette métaphore, on verra si on la garde. Mais bref, tout ça nous mène à un style de jeu qui se focus sur l'attention jusqu'au moindre détail, ce qui n'est pas très étonnant quand on connaît la personnalité du tacticien. Julius Randle, à l'issue du minicamp, a d'ailleurs bien vite capté le truc. C'est un monstre du détail, il ne rate rien. Il s'assure que tout ce qu'on fait, on le fasse de la bonne manière, mais aussi à vitesse réelle, en conditions de match. Il veut qu'on se challenge les uns les autres et qu'on se pousse à progresser. Nous avons beaucoup de jeunes joueurs et c'est super d'être mis au défi comme ça. Tibbs sait ce qu'il veut, il est précis, il est exigeant et tient vraiment à apporter sa culture à l'équipe qu'il coach. Et c'est là que ça m'intéresse, car la culture c'est bien ce qu'il manque en priorité aux Knicks depuis plusieurs années. Ce n'est pas par hasard, hein, si là-haut j'en fais mon objectif number one. Les Knicks ont besoin d'être structurés, ont besoin d'un modèle, d'une vraie philosophie, et là-dessus, Tom Thibodeau semble être l'homme de la situation. Il trouvera des rotations définies, saura établir une hiérarchie et pourra réellement valoriser ceux qui bossent et qui défendent. Ces éléments sont au cœur de ses préoccupations. Bosser, défendre, c'est plutôt good pour Frank Ntilikina, ça. À première vue, t'as pourré, mais t'as capté. Ce que je veux, c'est que Ntilikina ou pas, on retrouve enfin une Knicks culture grâce à Thibodeau. C'est ce que les fans attendent, et si en fin de saison, il a le soutien de tout le Madison Square Garden, c'est que sans aucun doute, il aura réussi. Il n'y a pas de formule magique, et tout ne vous sera pas donné en un seul jour. Le principal est d'établir les bonnes habitudes pour gagner. Il faut poser les fondations d'un système offensif, d'un système défensif, et gérer vos affaires. Vraiment, tout part de ces habitudes, et je suis persuadé que l'équipe progressera avec du temps. Et si en plus de l'état d'esprit, il faudra des victoires, la direction que prendront ces Knicks sera la clé. On l'a déjà dit, Thibodeau sait ce qu'il veut, est exigeant, est tatillon, mais n'a-t-il pas des principes trop old school? Sa capacité à évoluer, à se remettre en question et à choisir les bonnes routes sera à mon sens primordial. Quoi qu'il en soit, s'il arrive au moins à faire défendre ces Knicks, qui au vu de leur effectif en ont clairement les capacités, les premières pierres seront posées. Et ça, soyez-en sûrs, ça ravira le Garden.
Enfin, notre dernier coach du jour, c'est Stan Van Gundy, nouveau tacticien des Pelicans. Lui, pour moi, c'est le papy connecté qui, malgré son âge et son expérience, a toujours réussi à anticiper et à se montrer novateur. Son style de jeu, d'ailleurs, je le qualifierais proche des analytics. Alors que les statistiques avancées n'étaient pas encore à la mode, il avait bien compris que les long two étaient moins rentables, et c'est comme ça, avec un effectif taillé comme il faut, qu'il a pu mener le Magic en finale NBA en 2009. Stan Van Gundy est un mec qui anticipe le futur, en mode filou. JJ Redick, son ancien joueur du côté d'Orlando, en parle mieux que personne. Stan est probablement le meilleur coach pour qui j'ai joué en NBA. J'ai toujours eu le sentiment que dans une série de playoffs, il allait nous faire gagner en faisant l'ajustement payant. Il vous disait, je vais faire ça et ils ne vont pas s'y attendre, et souvent ça fonctionnait. Le tacticien est donc un homme moderne, qui surprend, s'adapte et sait vivre avec son temps. Mais il est aussi quelqu'un de pédagogue, de très humain, et je pense que ces qualités seront nécessaires à Nola, car l'objectif pour moi ce sera le développement. SVJ doit faire mûrir ses troupes, leur attribuer un rôle et faire jouer chacun avec confiance et régularité. Je ne le cache pas, l'objectif, avec tant de potentiel dans l'effectif, ce sera les playoffs ou pas loin. Ouais, honnêtement, et surtout s'il a un Zion en parfaite santé, il doit montrer qu'il peut faire significativement mieux que Gentry. Mais comment faire avec un Williamson qui n'a pas encore eu le temps de s'adapter, un Ingram qui pourrait voir son rôle diminuer, ou encore un Lonzo Ball qui est très inconstant? Tout simplement en responsabilisant tout son petit monde. Ce sera la clé, je pense notamment au meneur de jeu, Lonzo Ball. Beaucoup de choses passeront par lui, et il pourrait être la raison qui permet à Zion et à Ingram de vraiment cohabiter. Van Gundy semble en tout cas hyper hypé par les qualités du playmaker. Lonzo Ball est un joueur très intelligent et extrêmement altruiste. Ce qu'il préfère avant tout le reste sur un terrain, c'est faire des passes. C'est un excellent point de départ pour devenir un joueur de basket très efficace. C'est vrai, d'autant plus que le meneur a montré de vrais progrès dans sa capacité à prendre des tirs de loin. La prochaine étape pour lui sera de trouver une régularité, et pour ça, je le cache pas, il y aura du taf. Quoi qu'il en soit, je trouve les Pelicans disposent d'un effectif très talentueux, qui ne demande qu'à mûrir pour réussir. Alors grâce à ses côtés modernes et pédagogues, Stan Van Gundy, dans cette optique, pourrait bel et bien être l'homme de la situation. Voilà pour ce qui est des 7 nouveaux coachs en NBA, voilà pour ce qui est de mon 28e Coast to Coast. Lequel parmi ces tacticiens vous hype le plus, mais aussi qui aimeriez-vous voir débarquer à OKC et à Houston? Je kifferais bien que vous me filiez vos idées en commentaire, ça m'intéresse. Pour le reste de l'actu NBA, vous le savez, c'est sur Basket Info que ça se passe. Je vous conseille vivement de rester connecté, vu le projet énorme qu'on vous prépare. Pour débattre avec la commune de Faux Furieux, mais aussi découvrir mes all-time teams, c'est toujours pareil, c'est sur Discord et Instagram que ça se passe. Je vous mettrai les liens de tout ça dans la description évidemment. Et pour finir, vous connaissez les bails. Abonnez-vous et activez la cloche, c'est d'une importance capitale. Tant qu'on est lancé, on enchaîne en mode gros pouce bleu, et vous pouvez même faire un tip si la vidéo vous a plu. Je force hein, c'est vrai, mais je l'assume. Merci la team. À très vite. Bye.